Alors le Zonta, en fait, c'est un des plus vieux clubs-services de femmes dans le monde qui a pour objectif d'améliorer les conditions des femmes par leur autonomisation, c'est-à-dire en leur donnant des moyens d'être autonomes et de pouvoir en fait se développer dans le monde et d'atteindre l'égalité dont on parle par le biais justement d'activités tels que des métiers où sont plutôt attendus les hommes, des métiers par exemple dans les domaines comme l'aéronautique, comme les nouvelles technologies. Nous favorisons justement que la femme se positionne dans ce type de fonction. Le but de cette soirée, c'était de se questionner en fait sur nos traditions, sur le retour de l'élégance de la femme guadeloupéenne, nos traditions, et nous nous rapprochons des fêtes de fin d'année, donc d'amener aussi de la culture auprès des uns et des autres, faire en sorte en fait qu'on réhabilite nos traditions, et comme celle que je porte, la tradition de la robe à pois. Parler du vêtement nous emmène quand même, si vous voulez, à l'inconscient d'un peuple. Parce que quand ce peuple est arrivé, il n'avait plus rien. Il s'est revêtu avec ce qu'on lui a donné, il a accepté. Et puis petit à petit, il a commencé à se construire. Loin de son pays d'origine, il a pioché un petit peu dans les habits du maître, ce qui lui convenait, ce qu'on lui donnait, et il a composé un vêtement. On oublie trop souvent que la robe créole est un vêtement qui a été composé à partir du modèle de la maîtresse de maison, c'est-à-dire la femme du colon. Les esclaves, les personnes qui étaient réduites en esclavage et qui travaillaient dans l'espace domestique, c'est-à-dire dans les maisons, pouvaient effectivement avoir quelques atours de leur maîtresse qui n'en voulait plus, et elle se distinguait socialement des autres qui n'avaient pratiquement rien que des sacs de farine ou des sacs de sucre, des 3 tours comme on dit pour sauver un toutouni, qui n'avaient rien que ça, alors qu'elle pouvait justifier de certains atours, elle rivalisait avec les autres et ça signait un statut social. Alors, vous voyez, depuis l'origine, le vêtement va faire que les femmes et les hommes aussi, vont se retrouver dans la notion de paraître. La notion de paraître, de donner le change. On change de statut quand on a des vêtements qui ressemblent à ceux du maître. Et puis, petit à petit, le vêtement s'est affiné jusqu'à devenir un instrument de rivalité et de jalousie. Parce que le vêtement, il enveloppe le corps. Et le corps a des attributs sexuels. Et ces attributs sexuels peuvent être mis en valeur par rapport aux tenues portées. Donc nous avons à travers le vêtement toute une espèce de compréhension de ce qui se jouait dans la relation homme-femme, dans la relation femme-femme, dans la relation à l'humain, à son corps, mais dans la relation aussi au divin. Quand on regarde comment les robes étaient amidonnées ou repassées, il fallait que ce soit net, que ce soit propre. C'est une question de code. On revenait à quelque chose de l'égalité qui ressemblait à de l'humanité. Donc le couteau du pantalon de l'homme, et on le voit à l'armée, l'armée est l'institution même de la rigueur et de l'obéissance et de l'ordre. Donc il fallait mettre de l'ordre dans tout ça, et les vêtements, bien sûr, ont suivi ce mouvement de l'ordre. Et ce n'est même pas une question de mode, le couteau. C'était une question de rectitude, c'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas les moyens, ils ne pouvaient pas avoir un pantalon qui supportait le couteau, parce que tous les tissus ne supportaient pas le couteau. Le lin, par exemple, ne supporte pas le couteau. Il fallait un tissu en coton rigide, bien, et puis le repassage. Pour n'avoir pas fait le couteau du monsieur. Parce que, en fait, c'est une manière de faire reconnaître aussi l'homme. Comment il va avoir partir alors? Bah, il faut ma casa alors. Madame va pas occuper d'elle alors. C'était une manière
de s'affirmer, d'affirmer sa masculinité dans une société très, très genrée. Alors moi j'en étais gommé, j'ai noté zouté, zaillé, sapé mon point. Et alors des fois on disait prélé, voilà. Et puis quand l'ensemble était harmonieux, on disait où on s'affaire. Mais il s'agissait dans un premier temps, bien, d'honorer une invitation pour parler de tradition chez nous. On est rentré avec une telle vitesse dans le monde moderne, une modernité que nous n'avons pas secrétée, que nous n'avons pas générée, si bien que de temps en temps, on tente de revenir non pas en arrière, mais chercher un petit peu la substance de ce qui fait notre humanité. Donc quand il y a des manifestations comme ça, sur le costume créole, sur les traditions, j'y participe volontiers malgré un emploi du temps chargé. On dit que quand on vit au quotidien, il n'y a pas de rituel. Oui, il y a un rituel au niveau du quotidien, puisqu'on a les vêtements avec lesquels on va travailler. D'accord ? On a ceux avec lesquels on ira faire son jardin, etc. Donc il y a forcément un certain nombre de rituels. Mais ces moments calendaires, ces instants calendaires, ces dates-là, elles sont importantes. Elles ont pour nous une grande signification. Et il y a une phrase d'Hélène Migel qui synthétise tout ça, c'est la notion de basculement. C'est le moment, je le dis, je le répète, nous, l'expression corporelle, pas la gestuelle, mais l'utilisation, la corporalité est très importante chez nous. J'ai encore, comment vas-tu? Comment va bon? Ça ne veut pas dire que je suis atteint de quelque chose, que j'ai une carence physique, une pathologie. C'est un état. Ah, voilà. J'ai un spleen, j'ai un piquet qui a mal passé, moi. Et il y a l'élégance maintenant. L'élégance qui n'est rien d'autre que le port du vêtement, la façon de porter le vêtement. Il y en a qui le portent avec plus ou moins d'élégance. Mais qu'on le veuille ou non, quelle que soit la façon dont le vêtement est porté, l'élégance est toujours présente. Alors ce soir, j'étais extrêmement heureux d'être aux côtés de deux montagnes, Hélène Migel et Franck Garin, qui ont magnifiquement abordé la question de la mode, de l'élégance, du style et des codes, surtout les codes de fin d'année. Et donc, je suis très heureux d'avoir pu participer à cette présentation. Et moi, ce que j'en dis, c'est qu'aujourd'hui, les codes ont tendance à disparaître, parce que je ne sais pas pourquoi, mais qu'on le veuille ou non, les civilisations disparaissent et font place à d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, les codes ne répondent plus à rien. Les gens s'habillent comme ils veulent et c'est ça leur choix. Et nous devons respecter le choix de tout le monde et qui fait que, aujourd'hui, ça permet justement à la création et à la créativité d'avoir toute son ampleur puisque aujourd'hui, les codes sont éclatés. Nous ne pouvons qu'avancer, on ne peut plus revenir en arrière. Nous ne pouvons qu'avancer. Mais ce qui est dit là, à travers le vêtement, à travers l'identité, c'est que nous voulons être nous-mêmes et nous ne voulons plus de ces modèles occidentaux qui nous sont imposés. Nous voulons pouvoir les dépasser et cette quête de sens doit aboutir à une consécration de l'être antillais. Nous avons souhaité avoir des intervenants de qualité. C'est pour ça que nous avons fait intervenir donc Mme Hélène Migel, qui est psychanalyste. Nous avons aussi fait intervenir M. Franck Garin, qui est un sociologue. Et nous avons fait intervenir un couturier, M. Dominique Virasamy. Comme ça, nous avons en fait couvert toutes les approches et surtout, on a pu apporter des réponses à notre public qui était nombreux.